Oui, bonjour. Je vais juste, excusez, il me manquait quelques éléments. Donc, bonjour à tout le monde. On s'excuse profondément de ces quelques problèmes techniques. Si on peut me faire un petit signe par les messages, si vous m'entendez bien. Si quelqu'un peut me faire un petit thumbs up, s'il vous plaît, à savoir que vous m'entendez tous très bien. Oui, super. Ben, je vous remercie beaucoup. C'est très apprécié. Donc, désolé pour ce retard. Tout d'abord, j'aimerais me présenter très brièvement. Je suis Sonia Bémel, la coordonnatrice scientifique chez Agiro. Je travaille chez Agiro depuis plus que 10 ans et mon travail, c'est à tout fin pratique l'acquisition des connaissances relativement à la qualité d'eau des lacs et rivières du bassin versant de la rivière Saint-Charles. Donc, depuis plus que 10 ans, Agiro collecte des données relativement à la qualité de l'eau des rivières, des lacs, et on tente de faire la relation entre ces informations-là et l'occupation du territoire de ces rivières-là pour pouvoir ensuite émettre des recommandations qui visent autant la protection de ces ressources d'eau, l'amélioration de la qualité d'eau et de aussi ultimement pouvoir se projeter dans le futur pour faire un développement intelligent sans impacter davantage nos cours d'eau, autant en ce qui concerne la qualité de son eau, mais aussi dans l'objectif de prévenir les inondations. Aussi, depuis toujours, Agiro a rédigé des rapports plutôt costauds qui analysent ces données de qualité d'eau-là pour vraiment comprendre comment qu'on puisse expliquer des dépassements des différents indicateurs qu'on a, qui sont la présence des coliformes fécaux qui viennent des fesses humaines ou des animaux, comment qu'on peut comprendre les liens entre certaines activités et la présence, absence des concentrations plus ou moins importantes d'éléments nutritifs comme le phosphore et l'azote. Donc, c'est des rapports qui sont très, très détaillés. Mais depuis quelques années aussi, on a eu le retour des acteurs du territoire, mais aussi du grand public, qui voulaient qu'on puisse, qu'on leur explique cette information-là, qu'on leur rend cette information-là d'une manière un petit peu plus concise. Donc, c'est le moyen que nous avons trouvé de vous rendre cette information-là de manière plus concise et de pouvoir mettre les résultats dans leur contexte, c'est par un outil qui s'appelle les cartes narratives. Donc, nous avons développé et continuons à développer ces cartes narratives-là qu'on développe pour les différents bassins versants de la rivière Saint-Charles, mais aussi pour des lacs. Donc, certains d'entre vous ont probablement déjà vu certaines de ces présentations-là, de ces cartes narratives. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la carte narrative sur la rivière Jaune et son bassin versant. Donc, pour vous mettre, vous allez pouvoir, en tous les cas, sur le site web d'Agiro, évidemment, de lire l'ensemble de la carte narrative. Donc, la carte narrative par rapport à la rivière Jaune se divise en quelques volets. Donc, on a d'abord, évidemment, toujours la situation géographique, le volet sur la qualité de l'eau, l'occupation du territoire. Nous avons aussi un volet sur les poissons, les inondations et ultimement le volet qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger ce bassin versant et comment qu'on peut s'impliquer. Donc, si on se situe par rapport à sa situation géographique, il y a souvent une confusion qu'on s'en rende compte, c'est que on doit euh, être bien clair que les eaux du la bassin, voyons, excusez-moi, le retard a mis un petit peu de stress. Donc, il faut bien situer que le bassin versant de la rivière Jaune et les eaux de ce bassin versant-là ne se déversent pas dans le lac Saint-Charles, mais bel et bien en aval du lac Saint-Charles, à quelques centaines de mètres en aval du lac Saint-Charles et à peu près 10 km en amont de la prise d'eau potable de la ville de Québec,
et les eaux de la rivière Saint-Charles qui poursuivent ensuite leur chemin vers l'exutoire à la ville de Québec, près de la ville de Québec, dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, la rivière Jaune, on peut également la diviser en plusieurs parties. Donc, on a la rivière Jaune qui part vraiment en haut du bassin versant, qui parcourt un territoire qui est plutôt à une très forte densité forestière. Et une fois qu'elle passe à côté du lac Beauport, elle est également alimentée par le lac Beauport et par une dizaine d'autres lacs un petit peu partout sur le territoire. Une des dernières rivières qui est très bien étudiée du bassin versant de la rivière Saint-Charles, c'est de la rivière Jaune, excusez-moi, c'est le ruisseau du Valais qui prend sa source au lac Clément, qui est un lac qui a été beaucoup étudié et beaucoup discuté aussi dans les médias, puisque c'est un lac qui est excessivement contaminé par les sels de Vorie, tout comme évidemment aussi son effluent, le ruisseau du Valais. Euh, une question aussi que des fois on se pose, et c'est des éléments qu'on fait ressortir dans les cartes narratives, et si vous avez des informations de plus, on est toujours preneur pour pouvoir améliorer ces cartes, mais c'est la question, pourquoi est-ce que la rivière Jaune porte-t-elle son nom? Donc, elle porte son nom parce qu'elle a vraiment une couleur légèrement jaunâtre. Comme vous le savez, de toute façon, presque tous les lacs et rivières au Québec ont des couleurs plutôt jaunâtres, voire allant vers le brun. Et ça vient des acides humiques et fulmiques qui sont la matière organique colorée qui vient des sols forestiers. C'est vraiment les résidus, la détérioration des détritus des arbres, des feuillus, et ils ont cette couleur jaune à cause de leur décomposition avec un milieu qui est favorable à la décomposition, qui sont un milieu plutôt acide sur le bouclier canadien. Ensuite, on a sur le bassin versant aussi, comme j'expliquais, une dizaine de lacs, dont le petit lac Clément qui est enclavé euh, par plusieurs routes et autoroutes. Donc, c'est le lac dont je vous parlais qui est très contaminé par des sels de Vorie à un point tel que ce lac-là a des difficultés à se mélanger par les eaux, dans les eaux du printemps, tellement que l'eau est rendue dense par les sels de Vorie. Donc ça, c'est une préoccupation qu'on a en fait pour l'ensemble du bassin versant de la rivière Jaune à partir du moment qu'on arrive dans les zones plus fortement à plus forte densité humaine. Donc, à partir de la moitié environ du bassin versant vers l'aval, on voit ce phénomène de dégradation des eaux par des sels de Vorie. Le lac Beauport n'y est pas exclu et plusieurs d'autres petits lacs sont cette année à l'étude à savoir s'ils racontent ces mêmes types de problèmes. Le lac Beauport, c'est aussi une source d'eau quand même assez importante pour la rivière Jaune. Souvent, les gens pensent que c'est en fait le lac Beauport qui est en tête de la rivière Jaune, mais comme j'expliquais tout à l'heure, il est vraiment juste un affluent d'importance. C'est un magnifique petit lac sur lequel on a aussi une carte narrative. Pour ceux qui veulent en savoir plus, peuvent aller à partir de cette carte narrative-là vers celle du lac Beauport. Donc, on a créé des liens entre les différentes cartes narratives pour vous faciliter l'exploration. Un élément, pourquoi qu'on s'intéresse autant au niveau de la rivière Jaune, c'est que c'est le premier de deux affluents importants de la rivière Saint-Charles en aval du lac Saint-Charles. Et cette rivière-là amène à peu près 35 à 45 des eaux à la rivière Saint-Charles qui alimente ultimement plus que 300 000 personnes à la ville de Québec. Le problème qu'on a, par contre, au niveau des différentes cours d'eau qui se jettent dans la rivière Saint-Charles en aval du lac Saint-Charles, c'est qu'elle porte beaucoup d'eau après des pluies, mais relativement peu, comme on peut voir sur la photo, en période d'étiage. Donc, on ne peut pas se fier à ces rivières-là pour amener suffisamment d'eau durant l'été ou même l'hiver quand on a des périodes d'étiage au lac Saint-Charles. On doit vraiment se fier sur le réservoir d'eau du lac Saint-Charles. Et en tous les cas, je vous dis déjà, cette année, vous avez probablement observé, les rivières sont très, très basses.
le lac est très bas. Il faut vraiment faire très attention cette année à sa consommation de son eau. On risque d'avoir un été avec des pénuries d'eau, potentiellement des pénuries d'eau au niveau des lacs et des rivières. La rivière Jaune est enjambée par toute une autoroute. Donc, on doit aussi s'en rendre compte que toute la rivière Jaune qui est en aval de l'autoroute, qui est dans ce secteur-là fortement densifié également, c'est la partie qui nous amène aussi le plus de sel de voirie au niveau de la rivière Jaune, dans le secteur en aval de ces ponts-là. Ce qui est vraiment une inquiétude qu'on a de plus en plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les sels de voirie, non seulement ils ont un impact sur la faune, la flore, des rivières et des cours d'eau, mais le cumul des sels de voirie a ultimement aussi un impact sur la traitabilité de l'eau potable et se propage dans le réseau de distribution. C'est un élément qui est très, très corrosif. Donc, ça a un impact sur toutes les infrastructures de distribution d'eau potable qui engendre des coûts importants. Donc, c'est un élément sur lequel on travaille, comme vous le saviez probablement depuis plusieurs années, c'est à savoir de la sensibilisation de la population, mais aussi des instances municipales et provinciales pour viser la réduction maximale des sels de voirie tout en conservant la sécurité des automobilistes. Donc, comme je disais tout à l'heure, de manière générale, le bassin versant est faiblement urbanisé, mais plus qu'on arrive en aval, plus qu'il y a de la densification. Ce que cela a comme impact, c'est les impacts sur la qualité d'eau. À partir du moment que plus qu'on densifie, peu importe quel type d'occupation qu'on a, il va y toujours avoir un impact sur la quantité et la qualité de l'eau. Donc, la manière qu'on mesure ça, c'est par le biais de plusieurs paramètres de qualité de l'eau qui sont analysés dans les rapports que je vous mentionnais tout à l'heure. Et une façon pour vous aussi, pour pouvoir naviguer à travers ces cartographies-là, c'est qu'on a toujours des hyperliens qui amènent vers l'information pour pouvoir approfondir vos connaissances et et on vous donne également les explications un petit peu plus en détail par rapport à ce que vous trouvez d'emblée dans les cartes narratives. Donc, si on regarde un peu l'historique de la rivière Jaune, vous avez ici la cartographie des points d'échantillonnage qui sont les plus fréquemment desservis. Le suivi des rivières de la rivière Jaune sont faits à tous les 2 ans, à une fréquence de aux 2 semaines. Et dans les paramètres qu'on mesure, c'est les coliformes fécaux qui sont aujourd'hui, comme vous pouvez voir par les points bleus, pas problématique. Et ça, c'est grâce, entre autres, à des interventions importantes de la part de la municipalité de Lac-Beauport et de la Ville de Québec pour, d'une part, raccorder une bonne partie des installations septiques en réseau d'égout municipal et, d'autre part, d'avoir réparé des ouvrages de surverse et des égouts croisés. Donc, les suivis de la qualité d'eau amènent vraiment des informations qui permettent ensuite aux municipalités d'intervenir et pour pouvoir réduire les problématiques par des travaux correctifs. Nous avons également au niveau de la rivière des problématiques relativement au phosphore, qui est un élément nutritif qui nourrit les algues. Pour une rivière telle que la rivière Jaune, ce n'est pas problématique par rapport aux paramètres du phosphore. Comme on peut voir, on reste vraiment en deçà du seuil de 30 microgrammes de phosphore par litre, qui est le seuil à partir de, si on dépassait ce seuil-là, qu'on aura un potentiel de développement d'algues importantes, même en rivière. Parce qu'on parle souvent d'eutrophisation des lacs, mais on parle très rarement d'eutrophisation des rivières, mais c'est également un phénomène, surtout dans les rivières qui coulent relativement lentement, qui sont plus stagnantes, qui a peu d'ombrage et qui peuvent ultimement aussi avoir des zones d'eutrophisation importantes, développement de plantes aquatiques et de cyanobactéries également. Un des éléments qui inquiète de plus en plus
sont l'azote total comme élément nutritif. Ça a été longtemps mis de côté puisqu'on regardait beaucoup plus le phosphore comme étant l'élément qui favorise la croissance d'algues et de plantes aquatiques. Mais force est de constater, c'est que l'azote fonctionne également comme un moteur pour faire pousser les plantes aquatiques et les cyanobactéries. Donc, on doit définitivement réduire tous les éléments nutritifs. C'est un peu comme on a des poches d'engrais. On va avoir des poches d'engrais pour différents types de plantes, donc une composition variable entre phosphore, azote, potasse. Et c'est la même chose pour les plantes aquatiques. Si on réduit, par exemple, le phosphore, mais qu'on ne touche pas à la réduction de l'azote, bon, ben, on risque juste de favoriser d'autres types d'algues. Un autre élément pourquoi que l'azote nous inquiète, puis il y a eu dernièrement une très belle reportage qu'on pourrait peut-être partager dans le chat aux personnes sur les problématiques de l'azote dans le fleuve Saint-Laurent. Rappelons-nous que la rivière Jaune se jette dans la rivière Saint-Charles et s'en va directement dans le fleuve Saint-Laurent. Et le fleuve Saint-Laurent, il est très sensible à l'azote qui crée des zones il consomme énormément d'oxygène lors de sa dégradation. Donc, on a des zones importantes d'hypoxie dans le fleuve Saint-Laurent. Et ça, c'est définitivement dû à la quantité d'azote qui arrive de tous les bassins versants latérales au fleuve Saint-Laurent. Pour pouvoir réduire tout ça, vous pouvez réduire l'utilisation d'engrais et de fertilisants domestiques sur les pelouses. Donc, en même temps, vous aurez besoin de passer la tondeuse une fois en moins par année ou même plusieurs fois en moins par année. C'est par rapport aussi les coupes d'arbres. Les abrasifs de la voirie également ont leur lot d'azote. Et il y a les installations septiques qui, en fait, qu'elles soient conformes ou non, ne sont pas conçues pour réduire l'azote total ou l'azote composé azoté qui voyage sur des kilomètres dans les eaux souterraines. Ensuite, l'élément qui nous indique qu'on a effectivement un problème de sel de vorie, c'est l'indicateur de conductivité spécifique. Donc, le conductivité spécifique n'est pas un contaminant en soi, mais qui est un indicateur d'une contamination par des ions. Donc, c'est une mesure indirecte qu'on a des ions comme des phosphates, l'azote, mais aussi des sels de vorie. Et par rapport aux corrélations qu'on fait avec la mesure des ions chlorure, donc les sels de vorie, on sait que l'augmentation graduelle de la conductivité spécifique amont-aval est effectivement due à très, très grande partie aux sels de vorie, à un point tel que les quantités sont inquiétantes par rapport à la prise d'eau potable et l'intégrité écologique de la rivière Jaune. Donc, tout ça, ça vient de l'occupation du sol. Donc, on a effectivement un bassin versant contrasté. On voit qu'il y a un développement urbain assez important, notamment à partir de l'aval à partir du lac Beauport vers l'aval de plus en plus dense. Et on sait aussi qu'il y a toute une pression sur le territoire, plus qu'on s'en va vers le nord et dans le temps. Ce qu'il faut faire bien attention, c'est que quand on regarde ces développements urbains-là, peu importe de quelle façon, c'est que non seulement on augmente le potentiel de contamination dans le bassin versant, mais on va également imperméabiliser le sol, donc on densifie, ce qui veut dire que l'eau de pluie qui tombe ne peut plus s'infiltrer. Donc, plus qu'on a du développement urbain, plus qu'on a un risque d'inondation. Donc, si on regarde la rivière Jaune, tous ceux et celles qui restent près de la rivière Jaune, vous le savez que les dernières années, il y a eu de plus en plus de problèmes annoncés des inondations de la rivière Jaune. Ça, c'est dû un petit peu à un effet concomitant, c'est que l'humain a depuis toujours voulu s'installer près des rivières et il l'a fait dans le passé sans tenir compte de l'espace de liberté que la rivière a besoin. C'est-à-dire qu'on parle en tant qu'humain, la rivière sort de son lit, mais en réalité, on est dans son lit et il prend juste son espace
parce que, de un, on est déjà là-dedans. En plus, nous, on a fait en sorte que les bassins versants sont de plus en plus imperméabilisés. Donc, l'eau arrive, il y a plus d'eau qui arrive plus vite dans les rivières. Elle n'est pas absorbée par le sol. Elle ne peut pas être retenue. On a enlevé toute la capacité d'éponge dans nos bassins versants. Donc, les coups d'eau qu'on reçoit n'ont plus de place. Donc, elle inonde tout simplement les quartiers résidentiels et industriels qui sont les plus près des rivières. Et plus qu'on arrive en aval d'une rivière, plus qu'on a des risques d'inondation. Et ça a aussi comme effet non seulement les dommages et aussi les, les vies humaines qui trouvent derrière ces inondations-là, ça a également comme effet d'une contamination excessivement importante des eaux lors des périodes d'inondation. Donc, et ces contaminations se propagent potentiellement jusqu'à la prise d'eau et le traitement, heureusement, si on a des traitements très efficaces, on est capable de réduire au maximum les contaminants, mais le risque qu'une fois certains contaminants ne puissent pas être traités est quand même réel. Donc, il faut vraiment voir le développement pour conserver l'espace de liberté des rivières, assurer de ne pas imperméabiliser les territoires outre mesure. Et aussi, on doit tenir compte du fait que quand on développe de manière trop excessive, surtout sur le bord des rivières, on a un autre effet qui est assez particulier. C'est-à-dire que les rivières et les bords des rivières, les bandes, qu'on connaît un petit peu plus en tant que bande riveraine, c'est de la zone hyporheique des rivières. C'est en fait la zone éponge des rivières. Normalement, ces zones-là sont gorgées d'eau. Si on les imperméabilise puis on construit des maisons sur ces rives-là, elles ne peuvent pas se gorger d'eau. Puis ça veut dire que dans les périodes de sécheresse, ces zones-là ne peuvent pas non plus redonner l'eau à la rivière pour conserver un débit adéquat pour les poissons, pour la vie, mais non plus pour la consommation humaine pour qu'on ait assez d'eau à la prise d'eau. Donc, on est en train de créer plusieurs problèmes en même temps quand on ne fait pas attention à ces phénomènes concomitants. Donc, on a également fait des prélèvements sur des poissons pour justement voir à quel point il y a encore une bonne intégrité écologique par rapport aux lacs et rivières de la région. Donc, vous allez pouvoir aller chercher plus par rapport à les poissons sur le lac Beauport, où on a vu quand même des changements importants depuis les dernières études. Somme toute, l'intégrité écologique est encore relativement bonne, mais je vous laisse explorer les informations en détail en passant vers les liens que vous allez trouver sur la carte. Donc, pour terminer, on a des actions pour la protection. Il faut absolument s'assurer qu'on ne rejette rien dans l'environnement qu'on n'a pas besoin de rejeter. C'est-à-dire tout ce qui est les herbicides, les pesticides, les engrais, si on peut l'éviter au maximum de ne pas les mettre. Je vais vous donner un exemple. On voit souvent, surtout en été, la belle période commence, on voit souvent des gens vouloir faire un très bon entretien de leur pelouse. Et après ça, il y a des petites pancartes de ne pas marcher sur la pelouse. Posez-vous une question, pourquoi qu'on ne peut pas aller marcher sur la pelouse? C'est pas pour ne empiéter sur la pelouse, mais c'est parce qu'il y a potentiellement des éléments qui peuvent être nocifs à l'environnement, voire à la santé humaine. Donc, il faut vraiment réduire toute rejet inutile dans l'environnement pour protéger nos ressources. Il faut faire attention par rapport à la manière qu'on développe, ne pas trop imperméabiliser ces sols. Et toute petite action par rapport à ce qu'on fait va vraiment définitivement aider à protéger les ressources. Et on doit, en tant que citoyen aussi, supporter au maximum les mouvements, entre autres des citoyens comme ceux du lac Clément, qui souhaitent avoir des routes blanches pour pouvoir préserver l'intégrité de leur petit lac, comme on doit préserver l'ensemble de nos cours d'eau pour l'avenir de tout le monde, pour nous tous, pour nos enfants.
Donc, merci beaucoup pour votre attention. Encore des excuses pour les problèmes techniques et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, si vous mettez vos questions dans le chat, ça va me faire plaisir de vous répondre. Oui, Monsieur Kitching, là, vous avez accès à la carte et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir vous y rendre. Donc, je vous invite de passer par le site web de agiro.org. Ensuite, vous avez l'onglet Apprendre et vous avez toutes les cartes narratives disponibles présentement, donc le lac Saint-Charles, la rivière Jaune et son bassin versant, Place à la nature, la rivière des Hurons et son bassin versant, Immersion dans les marais, l'appel à Giraud, le lac Durand, lac Beauport, impact des sels de Vory et microplastique, et plus à venir. Je vais vous copier les liens également. Une autre question de la part de Mme Dionne. Les citoyens m'ont fait part de gros problèmes de sédiments dans la rivière Jaune, dans le secteur de la vallée autrichienne. Es-tu au fait de ces problèmes? Oui, de manière générale, on est au fait des problèmes de sédimentation dans la rivière Jaune. Et il y a plusieurs causes qu'on a vues dans le passé. Ça vient souvent évidemment de la construction, des sédiments, mais il y en a eu également il y a quelques années, il faudrait juste qu'on en parle peut-être plus en détail de vive voix, c'est qu'il y a eu un des apports importants des sédiments à la rivière Jaune il y a quelques années, parce qu'il y a eu un effondrement des rivières qui avaient été enterrées du côté proche vraiment de l'embouchure de la rivière Jaune avant qu'elle arrive dans la rivière Saint-Charles. On avait enterré des rivières et ça s'est complètement effondré. Il y a une montagne là, où on a vu plusieurs grosses trous, puis tout le sable s'est ramassé dans la rivière Jaune. Donc, il y a plusieurs éléments qui reviennent de ce côté-là. On va pouvoir en parler en privé, Nancy, pour expliquer ces différents phénomènes. J'ai une question ici de Madame Lafontaine. Comment prévenir l'érosion des rives de la rivière Jaune? Une excellente question, Madame Lafontaine. En fait, il faut le faire de plusieurs façons. D'une part, l'érosion est vraiment une des causes, c'est vraiment le fait qu'on a de plus en plus imperméabilisé le bassin versant de la rivière Jaune. Donc, lorsqu'il y a des coups d'eau, l'eau arrive très vite. Il y a beaucoup d'eau qui arrive. Donc, il y a vraiment une action naturelle, entre guillemets, mais induite par l'homme qui fait en sorte qu'on a cette érosion-là, qui est en plus exacerbée par le fait qu'il y a énormément d'endroits tout au long de la rivière Jaune où ce que les rives ne sont pas intactes. On a mis en place dans beaucoup d'endroits la soi-disant stabilisation des berges par l'enrochement, par des murets, parfois même avec des pneus d'auto. On a vu de toutes les sortes. Et ces zones-là sont des zones d'impact un peu de l'eau qui n'aident pas en rien à réduire l'érosion. En fait, selon la façon dont ils sont construits, selon de quel côté du méandre qui vont se trouver de la rivière, ils vont faire en sorte que l'eau s'écoule plus vite, mais qu'elle va arriver plus vite à un autre endroit qui est pas du tout stabilisé parce que, par exemple, on aurait un gazon qui va jusque dans la rivière, donc aucun arbuste, bande riveraine intacte. Donc, ça va arracher ces parties-là, et ainsi de suite. Donc, il faut toujours voir la rivière comme un ensemble. C'est une dynamique complexe en mont-aval. Donc, si on intervient à un endroit,
avec des interventions qui sont peut-être bien intentionnées, mais qui ne voient pas la rivière dans son ensemble, ben, on risque d'avoir de l'érosion. Donc, pour comment prévenir, avoir une bande riveraine le plus large que possible, euh, de s'assurer que sur le long terme, on a de moins en moins d'imperméalisation, puis des pratiques qui visent l'infiltration des eaux, ne pas construire des, des, euh, des quais, des barrages, des murets, des terrasses, etc., dans la bande riveraine. Donc, il y a plusieurs actions comme celle-là qu'il faut faire vraiment attention. On n'empiète pas dans la rivière et ça, c'est le mieux, l'idéal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez surtout pas. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose... Ah, il y en a une ici. Monsieur Kitching, vous avez parlé de faire attention à la consommation de l'eau afin de prévenir les pénuries lors des périodes d'étiage. Oui, absolument. En fait, il faut s'en rendre compte que le Québec n'est plus à l'abri des pénuries d'eau potable lors des périodes d'étiage. On a de plus en plus des périodes d'étiage prolongées à cause des changements climatiques. Et on commence à avoir des problèmes d'eau, des quantités d'eau à partir du mois de juillet ou septembre dans beaucoup de régions au Québec, autant ceux qui sont alimentés par les eaux de surface que ceux qui sont alimentés par les eaux souterraines. Pour vous donner un exemple, l'été passé, une municipalité sur la rive sud était en pénurie d'eau et ils étaient obligés d'acheter l'eau par citerne de la ville de Québec pour alimenter sa population. Donc, il faut vraiment faire, de un, il faut absolument respecter les consignes des municipalités par rapport à l'utilisation de l'eau, donc respecter ces journées. L'arrosage des gazons n'est absolument pas nécessaire. Le gazon, même s'il vient brun un peu l'été, dès qu'il pleut un peu, il va se régénérer. Donc, ça, c'est un élément où on gaspille beaucoup d'eau. Le remplissage des piscines, on veut profiter de nos étés, mais respecter les journées que vous les remplissez pour éviter d'en gaspiller. Ensuite, il y a aussi des petits gestes que vous pouvez prendre au quotidien. C'est prendre une douche plutôt que de prendre un bain, de ne pas laisser couler l'eau inutilement, ne pas utiliser l'eau pour arroser l'asphalte, nettoyer, mais plutôt prendre un balai. Donc, utiliser des toilettes aussi en réduction de débit. Donc, il y a plusieurs petits et grands gestes comme ça qui sont excessivement efficaces pour réduire la consommation d'eau. Euh, j'ai une autre question ici. Oui, en fait, le lien va être repartagé par rapport à cette conférence-là, donc on va vous le partager. Alors, je viens de voir la réponse de ma collègue. Et M. Kitching, est-ce que les instances qui peuvent prendre des décisions sont au courant? Oui, les instances qui peuvent prendre les décisions sont au courant. Par contre, là où ils ont une hésitation énorme, notamment au Québec, c'est d'aller vers au-delà de la sensibilisation des citoyens par rapport à la consommation d'eau et de passer à l'étape où ce qu'on mettrait en place des compteurs d'eau. Au Québec, il y a à peu près seulement que 10 municipalités qui utilisent des compteurs d'eau et qu'ils vont facturer, ou ce qu'il y a en fait, il y a plusieurs modèles de facturation parce que les gens ont toujours peur de la facturation de l'eau. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on paye pour l'eau au-delà de ce qui est la consommation considérée normale. Donc, on parle il y a plusieurs termes. On peut parler de consommation de luxe, de l'eau à partir du moment, par exemple, que les gens y ont des spas, des piscines, des très grands bains, versus des personnes qui n'ont pas de piscine, qui n'ont pas de spa. Donc, il y a des façons de moduler la dépense. On sait quand même à quel point qu'on peut avoir un minimum de consommation sans avoir à payer supplémentaire, mais pour tout le reste, oui.
Et ça a été démontré que peu importe, à partir du moment qu'on a un compteur d'eau, les gens réduisent de manière significative la quantité d'eau qu'ils utilisent. Donc, au Québec, on est les plus grands utilisateurs d'eau au Canada. On utilise 2 à 3 fois plus d'eau par personne que, par exemple, les Ontariens. Donc, je pense que oui, les autorités sont bien conscientes au fait, mais c'est un petit peu, ça prend un petit peu aussi la volonté du public à dire on passe à l'étape subséquente, c'est-à-dire on veut des compteurs d'eau. Donc, je vais juste valider s'il y en avait d'autres questions que j'ai peut-être pas vues. Non, pour l'instant, ça va. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Ah, voilà, il y en a une ici de Marie-Claude Chevrette. Aussi, utiliser un système de récupération d'eau de pluie pour réduire la consommation d'eau pour les toilettes et l'arrosage. En fait, ça fait une bonne gestion des eaux de ruissellement. Ça, c'est en effet un très, très bon point. Par exemple, pour tout ce qui est l'arrosage des plantes, ça vaut la peine de capter l'eau de pluie dans les barils, des systèmes de récupération de toutes sortes qui existent. Donc, on peut réutiliser cette eau-là pour l'arrosage. Il y en a aussi de plus en plus qui captent l'eau pour pouvoir l'insérer justement pour l'eau des toilettes. Euh, et en même temps, on réduit l'eau qui sépare et qui s'en va directement dans les eaux de ruissellement. Donc, d'une part, on réduit la consommation d'eau qui a déjà été potabilisée et d'autre part, on enlève une certaine eau du circuit des eaux de ruissellement. Tout à fait. Merci. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? On peut attendre quelques secondes, le temps que quelqu'un qui écrive. Ah, Madame Dionne de l'OBV de la capitale précise qu'il y aura un programme de suivi, excusez-moi, il y aura un programme d'achat de barils de pluie à coût modique cet été, donc de surveiller leurs réseaux sociaux. Très bon point. Les, les barils de pluie sont très, très bien. Et en passant, j'ai souvent eu la remarque des gens qui utilisent les barils ou qui ne veulent pas utiliser des barils parce qu'ils ont peur que les moustiques s'implantent, mais il y a plusieurs façons d'éviter cela, puis je suis certaine que vous allez voir lors d'achat de ces barils-là d'avoir ces conseils. Donc, j'ai une question ici de M. Couillard. Depuis que j'habite sur la rue du Vallon, et cela fait 40 ans, la ville m'a toujours dit, autant que Québec que Charlebourg, que je n'avais pas le droit de faire quoi que ce soit sur les 10 premiers pieds du bord de la rivière. Je ne comprends pas pourquoi le monde continue de modifier les rives. Est-ce que la ville fait des inspections de temps et autres? Bon point, M. Couillard. En fait, idéalement, même sur une rivière, il ne faudrait pas intervenir sur les premiers 10 à 15 mètres de la rivière. Donc ça, ce serait vraiment l'idéal. Et les gens, peu importe que ce soit 10 pieds, 10 mètres, 15 mètres, ont vraiment tendance à empiéter tout le temps vers la rivière. Et il y a vraiment une attirance de l'humain vers l'eau, même si on sait qu'il ne faudrait pas. Et de manière générale, à ma connaissance, il y a relativement peu d'inspections, sauf pour les endroits où c'est clairement réglementé. C'est-à-dire, il y a la réglementation pour la protection des bandes riveraines, entre autres alentour des lacs Saint-Charles et le lac Beauport, où ce que les villes respectives font la vérification que ça soit respecté. À ma connaissance, puis peut-être ma collègue chez Agiro qui nous écoute pourrait valider dans le chat, pour les bandes riveraines, le respect absolu des bandes riveraines pour les rivières du territoire du bassin versant de la rivière Saint-Charles, il n'y a pas pour l'instant une réglementation. S'il vous plaît, me confirmer du côté d'Agiro. Vous allez, M. Couillard, certainement avoir une réponse tôt ou tard par rapport à cet élément. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient des questions?
D'accord. Donc, Madame Ouellette, réponse est effectivement seulement une politique, mais donc pas encore de réglementation. C'est encore une fois un élément où ce que la population peut exprimer son désir ou sa volonté de voir certaines réglementations se faire mettre en place, comme la réduction par rapport à la réduction des sels de voirie, les bandes riveraines, la protection de l'environnement. Parce que chaque voix compte. Les organismes comme Agiro font leur part, les associations de riverains des lacs euh, localement font leur part. Les citoyens doivent se regrouper, doivent faire valoir leur voix pour exprimer leur volonté politique. Donc, on arrive à 13 heures. Je vous remercie énormément pour votre présence, votre patience, vos questions, votre intérêt et au plaisir de vous voir à la prochaine conférence en direct qu'on va vous communiquer sous peu via nos réseaux sociaux. Merci beaucoup et au plaisir.